Eh bien, merci de vous être à tour de Pierre Herbart, qui est quand même effectivement un peu méconnu. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'éléments de sa biographie. Et puis, tout de suite, on va passer à son action au moment de la libération de Rennes du 1er au 4 août 1944. Pierre Herbart est né en 1903 à Dunkerque, d'un père assureur maritime, d'une mère au foyer, grande lectrice de Marcel Proust déjà, grand-père fondateur d'un grand chantier naval et un arrière-grand-père officier, l'un des organisateurs de l'indépendance de la Belgique. À partir des années 1930, à partir de son mariage avec Elisabeth van Rysselberghe, la fille du peintre Theo van Rysselberghe, il entre dans plusieurs cercles, dont celui de la Nouvelle Revue Française, avec ses amis André Gide, Maria van Rysselberghe, la célèbre Petite Dame, et puis Jean Schlumberger, et puis vous avez aussi l'un de ses amis, Roger Martin du Gard. Jean Schlumberger, c'est l'un des arrière-petits-fils de François Guizot, plusieurs fois ministre sous Louis-Philippe. Et puis l'un des fondateurs avec André Gide de la Nouvelle Revue Française. À partir de son mariage, il va quitter le Nord et Dunkerque pour, à partir, disons, de 1926-1929, habiter à Cabris. Cabris est un petit village sur les hauteurs de Grasse, pas très loin de Cannes. Donc il est là, il aime jouer, c'est un hédoniste. Il s'engage au Parti communiste français, on le retrouve à Moscou en juillet 1936. Il dirige l'édition française de littérature internationale, qui est l'organe central de l'Union internationale des écrivains révolutionnaires, UER. Il aura 2 séjours, on le voit ici lors de son 2e séjour. Entre les deux, il est revenu à Paris chercher son ami André Gide pour être reçu donc par l'Union des écrivains de l'URSS. Il y va être extrêmement désenchanté, et à partir de là, il va se rapprocher avec les analyses de Léon Trotsky, qui lui-même analyse les nouveaux rapports sociaux de production en URSS à travers un livre, La Révolution trahie, qui est publié peu avant les premiers procès de Moscou des 19 et 24 août 1936. Pierre Herbart a connu Boukharine et un certain nombre de grands écrivains de l'Union soviétique à cette époque. Donc il rentre très désenchanté, il va quitter le Parti communiste français. En 1939, il s'engage aux côtés des déclassés, des ouvriers, des indigènes, et parmi ceux-ci, les Noirs. Il fait un voyage en Afrique occidentale française avec André Gide, et il publie, dans le droit fil de ses engagements d'adolescence, un livre qui s'appelle Le Chancre du Niger, où il va défendre la politique de réforme de Léon Blum en Afrique occidentale française, c'est-à-dire l'application des décrets de Léon Blum en matière sociale, notamment sur le droit des congés payés, les conventions collectives du travail, qui vont donc s'appliquer, entre guillemets, aux Noirs de l'Afrique occidentale française, et du même coup, il va défendre contre le directeur de l'Office du Niger, l'un de ses amis, Marcel de Copé, qui est gouverneur général de l'AOF, en même temps que le gendre de son ami Roger Martin du Gard. Donc vous voyez déjà, il y a toute une série de cercles là, et d'ailleurs il aura à ce moment-là, un petit peu avant, un an avant, 1938, une polémique avec Guéhenno à propos de Marianne, mais enfin, bon là je mets ça un peu sur le côté. Juin 1940, septembre 1943, là, il commence à s'engager. Et il s'engage pour aider les Israélites fuyant la persécution. C'est une de ses constantes chez lui. Son père, à Dunkerque, avant la Première Guerre mondiale, avait été victime des menées antisémites de l'Action française, déjà. Et lycéen, il s'était battu, Pierre Herbart, contre l'Action française. Cette première période ira jusqu'à la fusion
des trois principaux mouvements de résistance, combat, libération, francs-tireurs, dans ce qu'on appelle le mouvement de libération nationale. On est quand même jusqu'en septembre 43. Il fait partie et il anime un réseau d'accueil, disons très, très méconnu, mais qu'il faut faire émerger, qui est le groupe des Odides. Odide, c'est le nom de sa villa qu'il occupait à Cabris, là-bas, près de Grasse, et la Messuguière. La Messuguière, c'est le nom d'une autre villa qui se trouve pas très loin de la première. Parmi ses amis, il y a Pierre Viennot. Il a été secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État au mandat Liban, Syrie, dans le gouvernement de Léon Blum. Il est membre du comité d'action socialiste qui contribue à renaître, et il va faire partie, Viennot, des rédacteurs de l'organe Libération, qui est l'organe du mouvement de résistance Libération Sud, d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, où on va y trouver Lucie et Raymond Aubrac, des amis de Pierre Seligman. Pendant cette période, jusqu'en 1943, il commence à écrire un ouvrage qui va être publié en 1945, qui s'appelle Alcyon, l'histoire d'un groupe de jeunes détenus sans famille, dissidents, une respiration pour des temps d'angoisse et de terreur, et qu'il dédiera à un jeune lycéen, réfugié chez les Harbards. Cette activité d'accompagnement de l'exfiltration des familles juives et de réfugiés anti-nazis, il le fait à partir de Toulouse et de Marseille, à Marseille notamment en lien avec le Centre américain de secours qui avait été créé en 1940 par un Américain antifasciste, un libéral à l'américaine, Varian Fry. L'autre directeur, qui est le français proche du Parti ouvrier, une scission du Parti socialiste en 1937-1938, de Marceau Pivert, Daniel Bénédicte. Donc il le fait à partir de la villa Herbel. La villa Herbel, il a connu un très grand nombre d'artistes qui ont pu, grâce au Centre américain de secours, s'échapper vers l'Afrique du Nord, etc., comme André Breton. Donc là, il utilise des filières d'exfiltration complètement clandestines. C'est quelqu'un qui a l'habitude, pendant 3 ans, de vivre dans une double clandestinité. Clandestinité antifasciste et clandestinité anti-stalinienne. Parce qu'il a recours à des filières d'exfiltration, un certain nombre anarchistes, ou celles du Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM. Parce qu'il a défendu, pendant la guerre d'Espagne, des militants du POUM qui avaient été assassinés à Barcelone, au moment des journées de Barcelone. Septembre 1942, il entre dans la résistance organisée. Il franchit le pas. Et il va s'engager dans les rangs de combat, où là, il va trouver un de ses amis des années 20, Claude Bourdet. Claude Bourdet, c'est le numéro 2 du mouvement combat après le fondateur Henri Frenay. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. Et quand Henri Frenay va regagner Londres, c'est Claude Bourdet qui va assumer les responsabilités de combat. Il s'engage donc dans le combat à partir du moment où il s'aperçoit que les jeunes gens de son village sont appelés à rejoindre l'Allemagne. Ils sont membres des chantiers de jeunesse et ont fait appel à ce réservoir de main-d'œuvre pour les envoyer travailler en Allemagne. D'abord dans le cadre de la relève, puis dans le cadre du service du travail obligatoire. D'ailleurs, voici ce qu'il dit dans son livre, Ligne de force. Les garçons des chantiers de jeunesse furent conviés à partir pour l'Allemagne. Il n'y avait plus qu'à les faire déserter. Ainsi entrai-je dans la résistance. Pas de cause qui me posât moins de problèmes d'ordre moral. Faux papiers, route des Pyrénées vers l'Espagne, 2 paires d'espadrilles, 3 boîtes de lait concentré sucré, mon manteau de cuir.
À la gare d'Austerlitz, les garçons en partance pour Toulouse faisaient semblant de ne pas connaître leur convoyeur. Le train s'enfonçait dans une très longue nuit. 2 années sans nouvelles, avait-il pu passer de l'autre côté? S'était-il fait prendre? Et il ajoute, après des points de suspension, il écrit ça en 1958, « Nul meilleur dérivatif à l'angoisse que l'action. » Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très angoissé depuis sa plus tendre enfance à Dunkerque, pour des raisons, enfin bon, j'ai pas le temps d'expliquer ça ici, et qui va vivre et qui va sortir en quelque sorte de cette angoisse par l'action. Septembre 43 à Paris, il est responsable d'un bureau de liaison, très important. L'agent de liaison, c'est pas seulement un agent d'information, c'est celui par lequel passent les directives d'action dans une organisation extrêmement cloisonnée, à la fois horizontalement et verticalement, pour des questions de sécurité. Donc vraiment, l'agent de liaison, on le verra plusieurs fois ici, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il dirige un bureau de liaison, c'est-à-dire un ensemble de boîtes à lettres, notamment dans le 14e arrondissement de Paris. Dans le 14e arrondissement de Paris, c'est un arrondissement qui était fréquenté par Jean Moulin. Mais il n'a pas rencontré Jean Moulin. Jean Moulin a été fait prisonnier puis à Caluire, comme vous le savez. Lui n'était pas encore... c'est arrivé avant septembre 1943. Mais j'ai pu entrer en contact avec la présidence nationale de Libération Nord, Madame Marcinkowski-Couturier, qui disait que Pierre Herbart avait fréquenté l'habitation de ses parents, comme auparavant Jean Moulin. Voilà. Et voici ce qu'il dit donc dans la ligne de force. « S'il me fallait aujourd'hui parler de ce temps dérisoire et maudit, j'évoquerais un crépuscule parisien aux indigentes lumières. On attend dans la brume d'une sortie de métro quelqu'un qu'on ne connaît pas, auquel on transmet un message qu'on ne comprend pas, concernant des choses que l'on n'approuverait pas si elles étaient révélées, mais la quasi-certitude que le message ne sera suivi d'aucun commencement d'exécution. Dédouane votre conscience. En somme, j'étais dans une gratuité passible de la peine de mort. » Donc c'est quelqu'un qui agit effectivement gratuitement, et ce qui l'intéresse, c'est beau, on ne peut pas dire ça comme ça, c'est la limite en quelque sorte, c'est un homme limite. Il ajoute d'ailleurs, pendant l'occupation allemande, j'avais donné rendez-vous à quelques amis dans le jardin des Tuileries à Paris. Le jardin apparaissait désert. Nous décidons alors de tenir une conférence dans un endroit découvert, de façon à pouvoir parler à voix haute et voir les importants. En quelques minutes, toute la résistance défila dans nos propos. Quand soudain, nous entendîmes un bruit au-dessus de nous, c'était un employé du parc qui finissait d'élaguer un arbre et qui descendit tranquillement à nos pieds. Et il ajoute, peu courageux de nature, faut pas le croire, hein, peu courageux de nature, je me réfugiais dans l'humour, ce qu'il a toujours fait, quand il écrivait. 1er janvier 1944, Pierre Herbart entre dans Défense de la France, l'une des composantes du mouvement de libération nationale, le MLN. Dans cette résistance non communiste, le Vigan a rang d'inspecteur général du mouvement de libération nationale pour les 4 départements de la Bretagne. En fait, il va surtout agir dans l'Ille-et-Vilaine, à Rennes en particulier, et dans les Côtes du Nord, actuellement les Côtes d'Armor, surtout là. Ses missions: organiser l'insurrection nationale, constituer des groupes francs, faire le lien entre les maquis, les FFI et les armées alliées, destituer les autorités de Vichy, mettre en place les autorités de la France libre, avant l'arrivée des troupes américaines, et publier Défense de la France, premier quotidien de la France libre. C'est l'insurrection nationale. Il doit y avoir une insurrection nationale. Tous les mouvements de résistance, évidemment les FTPF aussi, de Charles Tillon, sont tout à fait d'accord avec ce but-là. C'est entériné par De Gaulle. L'insurrection nationale doit avoir lieu. Elle ne doit pas dépasser, si possible, 48 heures. Hein, ce sont les directives qui ont été approuvées d'ailleurs par Waldeck Rochet, qui était l'un des dirigeants du Parti communiste à cette époque.
afin que l'administration des territoires libérés ne tombe entre les mains de l'administration militaire des Alliés. Ils avaient prévu, comme vous le savez, une monnaie en particulier, etc. Les administrateurs étaient prêts à intervenir. À Rennes, il va trouver un noyau d'une quinzaine de militants de défense de la France qui avait été organisé par René Mottet, dite François, jusqu'en mai 1944, parmi lesquels il y a Pierre Égère, dit Le Gall. C'est quelqu'un qui dirigeait les corps francs de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes du Nord, du Finistère. Il a fait effectuer plusieurs actions de sabotage, de coups de main. Il a mené une lutte efficace contre le service du travail obligatoire. Émilienne Martin, dit Pierrette, très important. Agent de liaison centrale, il faisait le lien avec Paris, avec Défense de la France, Paris. Infirmière de la Croix-Rouge, qui avait son bureau au Palais Saint-Georges. Antoinette de Poulpiquet de Halgoat dit Dudul, une infirmière, Anne Massé et Fernande Lorvenec, qui a été fait il y a une dizaine d'années chevalier de la Légion d'honneur, mais donc on connaît très peu de choses en fait. Le 25 avril 1944, à l'hôtel du Cheval d'Or, d'Anne-Marie Tanguy, la direction de la résistance bretonne subit une première série d'arrestations. Ça va dévaster les mouvements de résistance bretons à l'époque, notamment Libération Nord, une partie de défense de la France. Très important, puisque va être arrêté, par exemple, je donne simplement deux noms, le chef du bureau des opérations aériennes pour la Bretagne. Or, pour recevoir un parachutage d'armes, il fallait qu'il y ait un lien entre le groupe de résistants et le BCRA de Londres, et ça passait par un bureau des opérations aériennes, il a été arrêté. Un autre encore, il y en a plusieurs, y compris Jean Gosset, normalien, professeur de philosophie à Brest, à Vendôme, collaborateur d'Emmanuel Mounier à Esprit, et qui était le chef du réseau Cahors-Asturie, torturé, puis déporté. Quelqu'un qui avait organisé Libération Nord sur la Bretagne. À la suite de cette première arrestation, deuxième vague d'arrestation, François Zélie, qui est connu à Rennes, bien sûr, agent de liaison de Pierre Égère. Les Allemands trouvent les lieux d'organisation et les boîtes à lettres de la résistance. Là, ça va complètement décapiter Défense de la France. Elle avait son lieu de rendez-vous à l'épicerie du Carthage, place du Calvaire. Pierre Égère, les Allemands trouvent son agenda avec les boîtes à lettres. Donc, quelque temps après, on va trouver la Gestapo, le service de renseignement de la SS et la milice Bézen-Perrotte faire toute une série d'arrestations. Notamment l'arrestation de Maurice Presto, dit Patro, qui lui était en contact avec le réseau Défense de la France de Saint-Brieuc, du Finistère, qui est arrêté 12 rue de Châteaudun, très important. Il va être torturé pendant 2 jours et il sera fusillé le 8 juin 1944 avec des brigadistes espagnols ici au Colombier. Donc vous avez ici l'appartement où va s'opérer cette arrestation. C'est l'appartement d'un instituteur, Maurice Ladoumègue, qui va être arrêté, déporté avec sa femme, va disparaître évidemment. Très important parce que Maurice Ladoumègue, c'est le lien avec le BCRA. Donc à partir de cette arrestation, en quelque sorte, Défense de la France à Rennes et Pierre Herbart sont aveugles. Il n'y a plus de lien avec le BCRA. Et donc, il y a toute une série de parachutages qu'ils ne pourront pas recueillir. Ce qui fait qu'il y aura très peu d'armes disponibles. Il y en aura, mais très peu d'armes. Et ils ne sont pas nombreux. Le comité directeur dont il est des membres de Défense de la France, du mouvement de libération nationale, va donc déléguer Pierre Herbart pour venir à Rennes avec une équipe parisienne, pour reconstituer l'état-major du mouvement de libération nationale et faire en sorte de regrouper les forces de résistance, y compris
y compris, on a dit beaucoup de choses là-dessus, sur la résistance communiste, sur les FTP. On a considéré qu'il y avait une rivalité, une mésentente jusqu'au bout. En fait, vous verrez que c'est pas le cas, vraiment. Il est accompagné de deux jeunes militants, Francis Clérens et Jean-Pierre Hamel. Ils viennent à Paris en camion avec une radio. Grâce à François Delhomme et à Maurice Delarue, dit David. Maurice Delarue va devenir l'un des grands reporters du journal Le Monde. C'est une famille de Saint-Malo. Le Vigan reprend les liaisons de Maurice Presto et va étendre le travail d'organisation, de liaison, de réseau de défense de la France en lien, ça c'est très important, avec le délégué militaire régional, le lieutenant-colonel Robert-Paul Delante, dit Demagny. C'est extrêmement important parce que les groupes de résistants, pour recevoir des armes, devaient passer par le bureau des opérations aériennes et disons, le bureau du délégué militaire régional. De Gaulle avait désigné ces espèces de missi dominici qui étaient dans chaque région, qui avaient des radios et qui faisaient le lien avec les fournisseurs d'armes. Très important. Robert-Paul Delante, dit Demagny. Quelques mots sur l'un de ses adjoints, Jean-Pierre Hamel, adjoint de Le Vigan. Il figurait sur l'histoire de la milice. Il va être envoyé par Pierre Herbart à Saint-Brieuc pour prendre la place des deux dirigeants de défense de la France de Saint-Brieuc, Jean Métairie et l'abbé Fleury, qui ont été en juillet 1944 arrêtés, suppliciés, fusillés. Jean-Pierre Hamel deviendra chef du premier bureau de l'état-major FFI des Côtes du Nord sur proposition de Pierre Herbart. En lien avec Yves Le Égara, le colonel Marceau, FTPF, ça montre les liens qui existaient, FTPF et chef d'état-major FFI des Côtes du Nord, ils vont diriger, eux, comme Pierre Herbart à Rennes, l'insurrection nationale à Saint-Brieuc, avant l'arrivée des troupes américaines, comme à Rennes. Et Jean-Pierre Hamel va rendre compte de ce qu'il a pu faire à Pierre Herbart, puisqu'il est délégué général du mouvement de libération nationale pour les 4 départements de Bretagne. Plusieurs journalistes accompagnent donc Maurice Felu, Henri Rochon de Défense de la France et Pierre Bénard, rédacteur en chef du Canard enchaîné. Et ils vont trouver asile à Cesson-Sévigné, dans ce qui n'existe plus et qu'on a appelé dans les années 60, 70, 80, enfin, le bar Le Relax de Marie Lebozec. Bon, voilà, il arrive avec une équipe de journalistes. Son but, mettre en place ces nouvelles autorités civiles avant l'arrivée des troupes alliées. Nous devions, dit-il, ni trop tôt ni trop tard, mais pas nécessairement sur ordre, nous emparer des édifices publics pour le remettre aux autorités nommées par De Gaulle. Donc ils vont commencer à étudier plusieurs plans d'insurrection dans le cadre des directives qui sont celles de tous les groupes de résistants, y compris à Paris, bien évidemment, les directives d'insurrection nationale. Il faut qu'il y en ait une, absolument. De Gaulle la veut, tout le monde la veut, et en même temps, ça ne doit pas durer très longtemps. Parmi ces adjoints directs dans l'île-et-Vilaine et à Rennes, le responsable de Libération nationale pour l'île-et-Vilaine, Hubert de Solminiac, qui va devenir après la Libération sous-préfet de Fougères, puis de Brest, avant de devenir préfet, vous avez sa tombe au cimetière nord de Rennes. Parmi ces adjoints, un garde du corps, Robert Fauchard, qu'il appelle Bob, et qui a réceptionné plusieurs parachutages très importants. À Saint-Aubin-du-Cormier, à Brouallan, avec le commandant Adam, les Côtes du Nord avec le commandant Marceau, c'est-à-dire Yves Le Égara, qu'on a vu tout à l'heure, et puis des liaisons fréquentes avec le commandant Loulou. Alors le commandant Loulou, c'est Louis Pétry, qui, comme vous le savez, était
dirigeant régional des FTPF de Tillon pour la Bretagne. Donc ça montre les liens qui pouvaient exister entre Défense de la France et les FTPF. D'autres noms, Albert Eck, architecte, qui va devenir un des conseillers municipaux de Rennes après la Libération, Henri Boyeldieu d'Auvigny, dit Bollard, qui va suivre Pierre Herbart avec la division Leclerc à Paris, Yves Perrault, médecin, très peu de choses sur elle, sinon qu'elle avait comme ami, comme relation, Michel Vauclair, dont le père Louis Volclair, libraire, avait été assassiné sur son lit d'hôpital par la milice, et quelqu'un aussi qui s'appelait René Ballard. René Ballard, du réseau Oscar Parson d'Ille-et-Vilaine. C'est un réseau qui faisait appartenir au réseau Buckmaster, et qui va être déporté, mais elle va rentrer. Et un dominicain, qui a les mêmes traits de personnalité que Pierre Herbart, quelqu'un aussi d'un peu, je vais pas dire marginal, mais parfois les limites, qui a des liens parmi tous les milieux sociaux, Pierre Belot, pour l'infirmerie, au monastère. 3 contacts essentiels à Rennes, essentiels, à partir du 1er août 1944, Pierre Lebouteiller, au service de sécurité militaire, qu'il avait mis en place dès 1943 à Toulouse, qui avait pu avoir accès aux archives de la Bouère, aux listes de la Gestapo et du service de renseignement de la SS, ici, sur Rennes. C'est quelqu'un qui a réussi le 1er août 1944 à obtenir des libérations au camp Marguerite, qui jouxtait la prison Jacques-Cartier. Donc déjà, il y avait déjà eu des libérations, le 1er août. Autre personnage, René Kerveillant, au service de sécurité militaire lui aussi, qui surveillait les indicateurs de la Gestapo, souvent en civil, et qui fournissait les informations à Pierre Herbart. Ce qui fait que celui-ci pouvait connaître les itinéraires des agents, y compris en civil, où il y en avait à chaque coin de rue, pour dénoncer. Quelqu'un aussi de très important, Raymond Melisson, au commissariat central de police de Rennes, appartenant au groupe FTPF de Rennes, qui lui donnait des informations sur les horaires, les itinéraires des rafles et les patrouilles de la police, de la milice et des partis collaborateurs, notamment le Rassemblement national populaire de Marcel Déat, assez bien implanté à Rennes. Donc 3 contacts essentiels. Raymond Melisson au commissariat de police de Rennes, avec une partie des fonctionnaires du commissariat de police, va déclencher l'insurrection nationale le 2 août 1944. Liaison également avec plusieurs maquis, dont ceux d'Entrain et de Brouallan. Vous avez des photos ici, notamment la photo de droite, où on voit le fameux commandant Adam, qui est un officier de réserve d'artillerie, René Juteau, de Levallois-Perret, qui venait en vacances à Entrain, et il a fait entrer dans ce maquis ses ouvriers, une partie des ouvriers qui étaient en Bretagne. Donc il réorganise ces éléments du marquis de Brouellan, constitués à l'origine dans le pays de Dole. Responsable des maquis du mouvement de libération nationale, Jean Depasse d'Entrain, un médecin d'Entrain. Jean Depasse a une double affiliation, très intéressant aussi, à la fois Défense de la France et en même temps Front National, FTPF. Les deux. Ce qui fait que le maquis de Brouellan, est un maquis relais jusqu'à son élimination en juillet 1944, est un maquis mixte, Défense de la France et FTPF. Agent de liaison avec le marquis de Brouellan, la marquise Marguerite de Courcy, au manoir de la Choletais, à Entrain. Elle avait aidé les réfractaires du Astéro. Elle formait les agents de liaison et d'observation à Irel, entre le Mont-Saint-Michel et la baie de Cancale. Elle avait donné son adhésion à Pierre Herbart. 7 juillet 1944, les hommes des maquis d'Entrain et de Brouallan, sur dénonciation, vont être attaqués par 150 hommes de la milice dirigée par le capitaine Di Costanzo, qui s'était déjà illustré au plateau des Glières, près d'Annecy, qui vient à Rennes avec 250 francs-gardes
de la milice, encasernés. Donc la deuxième unité de marche de la milice, et qui va décimer une partie des hommes du maquis de Brouëlan qui vont ensuite, une partie d'entre eux va être abritée par la marquise de Courcy, l'autre partira en Mayenne. Donc toute cette organisation, qui n'est pas très nombreuse, on peut estimer à peu près une centaine d'hommes qui vont participer à l'insurrection nationale à Rennes, traqués par la Gestapo, la milice et les Bézènes-Pérotte, une formation Waffen-SS issue des rangs du Parti national breton. 1er août 1944. Les libérateurs sont proches. Patton et Middleton ont enfoncé les lignes nazies à Avranches, comme vous le savez. 31 juillet, 1er août, ça déferle. Ils ont mis 2 mois à passer des plages du débarquement à Avranches, 2 jours pour aller d'Avranches à Rennes. Mais Rennes, il y a des obstacles, notamment une batterie d'artillerie DCA qui va enfoncer une partie des blindés de Middleton. 1er août. Les libérateurs sont proches. Le Vigan ne quitte plus le poste de commandement établi dans le bureau même de Pierrette au Palais Saint-Georges. Des estafettes renseignent sur la position exacte des Alliés. D'un moment à l'autre, il va déclencher l'insurrection. Que sera-t-elle ? 1er août. Nos effectifs sont extrêmement réduits. Éric, c'est Jean-Pierre Hamel, qui lui est parti à Saint-Brieuc. Parti avec Dudule. Dudule et Franck. Dudule, c'est Pierrette de Poulpiquet, c'est une infirmière. Bon. Pour remplacer dans les Côtes du Nord, le commandant Métairie et l'abbé Fleury, torturés sous les balles de la milice après avoir été atrocement torturés. Nos maquis repérés et dénoncés, maquis de Brouëlan, d'Entrain, ont dû changer de place, ce qui a empêché le dernier parachutage d'armes. Ils bagarreront où ils sont. Nous effectuerons le travail sans eux, avec le concours de ceux de la police et des GMR, les groupes mobiles de réserve, qui avaient été mis en place, c'est l'ancêtre des CRS républicaines d'aujourd'hui. Elles effectueront le travail sans eux avec le concours de ceux de la police et des GMR, dont nous sommes sûrs. Nous devons nous borner à arrêter les hauts fonctionnaires vichysois, occuper la préfecture, la mairie, la poste, la Banque de France, la prison. Donc vous voyez, c'est des objectifs, on pourrait dire, limités. C'est pas l'insurrection nationale à la parisienne. Mercredi 2 août. Voilà, début de l'insurrection nationale, de cette période de 48 heures. Arrestation de miliciens civils, de collaborateurs, dont Raymond André, du Rassemblement national populaire de Marcel Déat, André Geoffroy, secrétaire de la milice, et 23 heures, premier convoi de prisonniers quittant la prison Jacques-Cartier pour aller vers les quais de la Courrouze, dont Marguerite Dutuy-Matisse. Pourquoi elle ? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui, au niveau des FTFF, faisait le lien entre la Bretagne et la direction parisienne Tillon de Paris, et qui était la fille naturelle du peintre Matisse, que Pierre Herbart connaissait par des amis de la région de Vence, qu'il connaissait très bien. Jeudi 3 août, 4 heures du matin, deuxième convoi de prisonniers de la prison Jacques-Cartier quitte le château de la Prévallée. 2 occasionnels de défense de la France rapportent aux Américains des renseignements qui éviteront le bombardement systématique de Rennes, notamment Albert Eck. Fougère libéré, le général Wood contourne Rennes par l'ouest. En fin d'après-midi, Hubert de Solmignac, avec des agents casqués armés de mitraillettes, entre dans l'hôtel de ville et destitue le maire René Paté. Fin d'après-midi, Pierre Herbart, Maurice Delarue, François Delhomme entrent dans la préfecture, destitue le préfet régional Robert Martin. Bon. La Poste, avec surtout ses émetteurs radio, 2 émetteurs radio, sont occupés par Albert Eck, l'architecte Albert Eck. Ils ne sont pas nombreux. La Banque de France et la prison Jacques-Cartier sont libérés, notamment par Maurice Delarue et un des responsables des FBCF, qui ont demandé au GMR, au groupe mobile de réserve, qui étaient présents dans la prison Jacques-Cartier et qui savaient, qui ont vu le premier départ des convois de déportés vers la Courrouze, d'intervenir.
Et là, les GMR ont refusé. Ont refusé. Bon, ça, c'est ce que, si vous voulez, c'est ce qu'on trouve dans les archives nationales, dans les différents rapports des adjoints de Pierre Herbart. 20 heures, on entend la mitrailleuse. Les Allemands commencent à décrocher. Il n'y a plus personne au balcon Saint-Georges, à la préfecture, à la mairie, à la prison, à la Banque de France. Des GMR et des gendarmes montent la garde. Les Allemands sont tranquilles. Comment remarqueraient-ils qu'il manque une toute petite chose au casque et au col du GMR qui fait les 100 pas, qu'il manque la fameuse francisque maréchalesque, mystérieusement disparue? Comment soupçonneraient-ils que derrière ces policiers, des civils casque en tête arborent au bras gauche une croix de Lorraine élevée victorieux? Pourtant, à son insu, Rennes était française, plus un seul fonctionnaire vichysois était en fonction à 20 heures, avant l'arrivée des troupes américaines, qui n'étaient pas très loin, évidemment. Mais qui, je prends le texte de Pierre Herbart, stationné, façon de parler. À 23 heures, des Allemands, néanmoins, parcourent la ville armés jusqu'aux dents, bardés de grenades, le fusil sous le bras, certains portent de lourds colliers de cuivre qui traînent jusqu'à terre, des bandes de mitrailleuses. Ce sont des hommes jeunes, forts et calmes, visiblement des soldats d'élite. Ils s'installent au carrefour et dans les rues principales. Ça et là, quelques canons légers. Vont-ils défendre la ville? C'est peu probable. Ils entassent sur les ponts d'énormes fromages de gruyère, des mines. Ils ont incendié l'arsenal, la manutention, des écoles, la plupart des bâtiments qu'ils occupaient. Une lueur rose éclaire la ville, là, par-dessus, de lourds nuages de fumée. Là, ces groupes de résistants n'étaient pas suffisamment nombreux et suffisamment armés pour pouvoir retirer les mines et empêcher la destruction d'un certain nombre de ponts, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché les troupes américaines de passer la Vilaine par des bâtards d'eau, enfin d'autres systèmes. Jeudi 3 août, donc toujours le même jour. Donc, comme on l'a vu, Hubert de Solmignac destitue le maire, René Paté, Pierre Herbart destitue le préfet régional, nous l'avons déjà vu. Albert Aix s'embarque de l'hôtel de ville des PTT et 2 émetteurs radio. Les FFI du commandant Adam, une partie des maquis de Brouallan, va commencer à nettoyer le sud de Rennes. Vendredi 4 août, Rennes libérée. 9 heures du matin, le 13e régiment d'infanterie entre dans Rennes. 9h10, Victor Legorgeux, commissaire de la République, Cornu-Gentigne et Pierre Herbart arrivent à la préfecture et se réunissent dans le cabinet du préfet régional. Le commissaire de la République remercie Le Vigan. Il le remercie. Le colonel de Chevigné, le nouveau commandant militaire de la région, est accueilli par des personnalités. Il rend lui aussi hommage à la résistance bretonne. Alors Pierre de Chevigné était chef d'état-major, il n'est plus là. Chef d'état-major, général Koenig, à Londres. Donc il est chargé des territoires libérés. Il vient de Normandie. Les premiers soldats américains parviennent devant la préfecture. Voici ce que dit Pierre Herbart, dans son style inimitable, plein d'humour. Tout se passant dans la plus parfaite convention. Les préfets étaient ravis. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux 2 autres, dans la cave, qu'il avait mis dans la cave. Le commissaire de la République nous fit un petit discours. J'ai appris que j'avais dirigé militairement les opérations. Il insistait beaucoup sur militairement, afin qu'on ne confondît pas ses pouvoirs avec les miens. Voilà, je crois que j'ai tout dit, conclut-il en se penchant vers son chef de cabinet. L'hommage aux morts, souffla ce conseiller. Ah oui, l'hommage, nous allons, messieurs, observer une minute de silence. On trouve ça avec d'autres détails dans la ligne de force. Vendredi 4 août 1944, installation par le commissaire de la République du comité départemental de la Libération. Tout de suite dans l'après-midi, arrivent les premières dénonciations de collaborateurs. Pierre Herbart y participe. Il va devenir vice-président du comité de libération nationale de l'Ille-et-Vilaine. Installation également de la mission militaire de liaison administrative par Jacques Kayser, qui était le chef du service des correspondants de guerre, officier de presse auprès du général Koenig, des nouvelles directions de la presse régionale.
Lundi 21 août 1944, le général de Gaulle, qui est arrivé la veille à la préfecture de Rennes venant de Cherbourg, se rend sur la Grand Place avec Victor Legorgeux et le fameux commandant Adam, celui qui a nettoyé avec ses FFI le sud de Rennes les 2 jours précédents. Donc là, le commandant Adam est chef d'état-major des FFI de l'Ille-et-Vilaine. D'après lui, il avait, à la libération de Rennes, ça se discute, 3 bataillons de 1000 hommes, plus, qui avaient gonflé, évidemment, ce qui existait déjà, et un état-major. Pierre Herbart échangea avec le général de Gaulle quelques mots à propos de son ami Pierre Viennot, qu'on a vu tout à l'heure, qui avait succombé à une crise cardiaque. Alors ici, 24 août 1944, Le Vigan préside le comité départemental de libération. Je remercie Madame Violaine, le Nénaon et son équipe de m'avoir communiqué cet extrait très intéressant de Le Vigan en train de présider son dernier comité de libération, puisque le lendemain, on le retrouve à Paris, après avoir suivi l'une des colonnes de la 2e division blindée du général Leclerc, où il va retrouver au 1 bis de la rue Vaneau, dans le 7e arrondissement. Le 1 bis de la rue Vaneau, pour les Gidiens, c'est vraiment quelque chose de célèbre. C'est là où habitait André Gide, et où Pierre Herbart et son épouse et ses amis avaient un studio. Donc le quartier général de Pierre Herbart à Paris, avant son arrivée à Rennes, 15 mai 1944, 25 mai 1944, c'est pas, il a fait son travail, se trouve là. Et c'est là où il rencontrait André Malraux et Albert Camus, Albert Camus dirigeait aussi, avec d'autres, l'édition clandestine de Combat. Et la manchette de Combat, pas seulement la libération, mais la révolution, ça avait été écrit au 1 bis de la rue Vaneau, là où était le quartier général de Pierre Herbart. Il y retrouve sa femme, Elisabeth, ses amis. Nous sommes le 25 août 1944 à Paris. Les fusiliers marins attaquent le Luxembourg. De Gaulle est au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. Dans l'après-midi, il va rejoindre l'hôtel de ville, où il rencontre le Comité parisien de libération et le Conseil national de la résistance. C'est le fameux discours Paris outragé, Paris libéré. C'est là. Et le lendemain, c'est le défilé sur les Champs-Élysées. Le lendemain, 26 mai. Donc là, Pierre Herbart est dans les locaux de défense de la France. Et son épouse, Elisabeth, a participé à l'édification de barricades. Voici ce qu'en dit Elisabeth van Rieselberg, son épouse. « Je suis rentré d'un petit voyage de Bretagne, où j'ai accompagné Pierre en tournée d'inspection. Catherine Gide est ici, à Paris, et va bien. Pierre est entré dans Paris en même temps que la division Leclerc, à mon grand apaisement, car cela commençait à être dur d'être si longtemps sans nouvelles. Tu n'imagines... » Elle s'adresse à sa mère, Maria van Rieselberg, la célèbre petite dame. « Tu n'imagines pas ton Vaneau depuis le retour de Pierre, on n'y reçoit que lieutenant et abbé, notamment l'abbé Belot. On a vu tout à l'heure, celui qui s'occupe de l'infirmerie. Les voitures ronflent à la porte, c'est un des héros responsables déjà, de défense de la France. Et il y faudrait une standardiste au téléphone, grâce à Pierre qui va très bien et qui a fait du beau travail, tout en étant parfois très malade. Nous ne manquons plus de rien, mais avant son retour, il y a eu des moments très durs. Après la libération de Paris, Pierre Herbart est un des hauts cadres de la résistance. Il est membre du comité directeur du mouvement de libération nationale. Il va soutenir la motion d'André Malraux, voulant faire du mouvement de libération nationale une organisation politique de la résistance, refusant la fusion avec le Front National. Voilà, 23 mai 2019, inauguration de l'allée Pierre Herbart dans le 7e arrondissement de Paris, intervention de Jean-Luc Moreau, qui à ce jour est le seul biographe. On a beaucoup écrit sur Pierre Herbart, même si pour beaucoup d'entre nous, moi le premier au départ, c'était quasiment un inconnu.
il a fait tout un travail, enfin la biographie, aux éditions Grasset. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions. Bon, ça fait 1h07. Merci beaucoup.